En ce moment, il semble que seule la France, sur la planète Terre, se trouve sur une autre planète. Alors que l'Espagne suffoquait sous une vague de chaleur meurtrière, dépassant les 45 degrés Celsius, que ses infrastructures s'effondraient et que ses citoyens tombaient les uns après les autres, une vidéo parvenue au siège du grand journal El País a secoué l'Europe. On y voyait des Parisiens, ignorant la canicule, sirotant élégamment un café glacé avec une expression sereine. C'est une fake news. Une telle chose est impossible sur la même planète. Furieuse, une journaliste chevronnée d'El País s'est envolée en urgence pour la France afin de démasquer ce mensonge. Mais ce qui l'attendait à son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle fut un choc thermique d'une intensité inimaginable. Alors que même les pays les plus développés succombaient à la chaleur, comment la France seule a-t-elle pu triompher? Derrière ce succès se cachait une volonté de faire, née des tragédies du passé, pour protéger sa plus belle richesse, son peuple. Le monde entier est frappé par la canicule, seule la France est une exception. L'Europe est stupéfaite par la vidéo publiée par la journaliste. En ce moment même, l'Espagne s'effondre sous la pire canicule de son histoire. Sous cette chaleur record, les rails de la gare d'Atocha à Madrid se déforment, l'aéroport de Barajas est paralysé, bloquant des milliers de voyageurs. Pourtant, au même instant, les citoyens de Paris semblaient avoir oublié la canicule et se promenaient en plein air. En voyant ces images de la France, les Européens ont été profondément choqués, se demandant si cela se passait bien sur la même terre. Face à cela, une journaliste spécialiste du climat d'El País est partie en urgence pour Paris afin de découvrir la vérité. La France, c'est le paradis. Comment un pays peut-il être aussi frais? La France est vraiment surprenante. Où que j'aille, je dois emporter une veste. En arrivant à Paris, la journaliste d'El País est restée figée dès la première scène. Quelle vérité lui a coupé le souffle? Attendez un instant. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est un soutien précieux pour notre travail. C'est Madrid, maintenant. Au moment où je criais face à la caméra, derrière moi, le centre de Madrid était en feu. Ou plus exactement, il fondait, 45 degrés. La température la plus élevée jamais enregistrée en Espagne. Je suis Elena Garcia, journaliste spécialiste des catastrophes climatiques pour El País. J'ai couvert les désastres de la planète pendant 20 ans, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était ma propre ville, Madrid, qui s'effondrait. L'asphalte bouillait. La semelle de mes chaussures y collait. Chaque respiration me brûlait les poumons. Citoyens de Madrid, ne sortez surtout pas de chez vous. Même pendant le direct, je vacillais. Moi, qui avais enduré des situations extrêmes pendant 20 ans. À cet instant, le caméraman à côté de moi a chancelé et s'est effondré. Attendez, attendez. Nous avons dû interrompre le tournage en urgence. J'ai appelé une ambulance, mais les gens s'effondraient partout et les services d'urgence étaient déjà saturés. À la gare d'Atocha, une scène incroyable se déroulait. Les rails avaient commencé à se tordre sous la chaleur. Oui, des rails en acier. Les trains étaient bloqués, immobiles. Les passagers, piégés à l'intérieur, frappaient aux fenêtres en appelant à l'aide. Les pistes de l'aéroport de Barajas se fissuraient également. Les vols étaient annulés les uns après les autres. L'intérieur de l'aéroport était un chaos indescriptible. Des milliers de passagers s'évanouissaient dans les salles d'attente transformées en étuves à cause des pannes de climatisation. Partout en ville, les gens tombaient. À l'aide! Quelqu'un s'est évanoui ici. Les cris ne cessaient pas. Les sirènes des ambulances résonnaient dans tout Madrid. Le café voisin où je m'étais réfugié était aussi un enfer. La climatisation était tombée en panne et la température intérieure dépassait les 40 degrés Celsius. Les clients ont commencé à s'effondrer, un par un. C'est de la folie. Comment Madrid a-t-elle pu en arriver là? Le serveur du café, hurlant de désespoir, distribuait de l'eau glacée. Mais les glaçons fondaient instantanément, se transformant en eau tiède. Le métro de Madrid était encore plus terrible. Les quais, d'habitude frais, étaient devenus des saunas. Les gens s'effondraient en attendant leur train. Le trafic du métro est interrompu. Quand cette annonce a retenti, la panique s'est installée. La peur de ne pas pouvoir rentrer chez soi les a saisis. Le soir, la situation est devenue encore plus cruelle. L'alimentation électrique est devenue instable. Trop de gens avaient allumé leur climatiseur en même temps. Coupure de courant,
Des cris s'élevaient de partout. Pour les habitants des quartiers touchés par la panne, la survie était devenue impossible. Dans une nuit, à plus de 35 degrés Celsius. Cette nuit-là, j'ai ouvert les fenêtres et allumé un ventilateur, mais je n'ai pas pu dormir. La température extérieure restait à 35 degrés Celsius même la nuit. Seul de l'air chaud entrait. Le lendemain matin, Madrid était une autre ville. Des incendies se déclaraient partout. L'herbe sèche s'enflammait spontanément. Madrid brûle. Les pompiers luttaient de toutes leurs forces, mais ils étaient dépassés. Eux aussi succombaient à la chaleur extrême. C'est à ce moment que j'ai compris. La catastrophe climatique que nous annoncions depuis si longtemps était devenue réalité. Madrid, l'Espagne et toute une partie de l'Europe s'effondraient. À cet instant, mon téléphone a sonné. C'était un message de Jean-Luc, un collègue en poste à Paris. Il y avait un fichier vidéo en pièces jointes. J'ai d'abord été agacé. Pourquoi m'envoie-t-il une vidéo dans une telle situation? Mais la curiosité l'a emporté. Peut-être que Paris souffrait aussi de la canicule? Je pensais que le monde entier était dans le même bateau. En lançant la vidéo, je n'en ai pas cru mes yeux. Qu'est-ce que c'est? C'était le jardin du Luxembourg. Mais ce n'était pas le parc que je connaissais. Une fontaine magnifique, projetée de puissants jets d'eau rafraîchissants. Autour, des enfants couraient en riant. Maman, l'eau est froide. J'entendais leurs éclats de rire. Les parents, assis tranquillement sur les bancs, les regardaient. Une scène paradisiaque. Le plus choquant fut la scène suivante. Des gens, attablés à la terrasse d'un café, buvaient tranquillement des cafés glacés. En extérieur, à Madrid, on risquait de s'évanouir en restant 5 minutes dehors. C'est une vidéo truquée. C'est certain, me suis-je dit. Mais l'expression des gens sur la vidéo était si naturelle. J'ai relancé la vidéo. 1 fois, 2 fois. Encore et encore. Je l'ai regardée 5 fois au total. Et à chaque fois, c'était plus incroyable. Alors que nous luttions pour survivre, il riait en toute sérénité. La colère montait en moi. Parce que je ne comprenais pas. Sur la même planète, au même moment, comment une telle chose était-elle possible? J'ai appelé Jean-Luc en urgence. Jean-Luc, la vidéo que tu m'as envoyée, elle est réelle. Bien sûr qu'elle est réelle. Elena, on m'a dit que Madrid est un enfer en ce moment. Ici, c'est le paradis total. Je reviens d'un reportage près des fontaines du jardin du Luxembourg. Quelle est la température à Paris en ce moment? Environ 33 degrés Celsius. Mais la clim est si parfaite qu'on ne sent pas du tout la chaleur. Chaque bâtiment est un pôle Nord. 33 degrés Celsius devrait être étouffant. J'ai senti que quelque chose clochait. J'ai demandé à nouveau. Et le métro? Le métro est complètement frais. Je dirais même qu'il fait froid. Au point qu'il faut avoir une petite laine avec soi. Jean-Luc, tu ne te moques pas de moi? Elena, pourquoi je te mentirais? C'est vraiment un autre monde ici. Rien à voir avec Madrid. J'ai raccroché, abasourdi. C'était tout simplement incompréhensible. C'est impossible. Je dois vérifier par moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'irai à Paris. Je verrai de mes propres yeux. Même en réservant mon billet pour Charles de Gaulle, le doute persistait. Et si on me trompait? Paris doit souffrir autant que Madrid. Jean-Luc exagère. Mais la curiosité était plus forte. Mon instinct de journaliste, forgé par 20 ans de métier, me disait que quelque chose d'exceptionnel se passait. Elena, tu es folle? Aller en France dans une telle situation? Mes collègues ont tenté de m'en dissuader. En vain. Ma décision était prise. Tout en faisant ma valise, j'ai regardé la vidéo à nouveau. La fraîcheur des fontaines du Luxembourg, les rires des enfants, l'élégance des gens en terrasse. Était-ce vraiment possible? En arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai eu un choc immense. Mais qu'est-ce que c'est? Dès l'ouverture de la porte de l'avion, un air frais m'a caressé le visage. Rien à voir avec l'air brûlant de Madrid. En entrant dans le terminal, j'ai été encore plus surprise. Une climatisation glaciale. Non, vraiment, comme de la glace. La fatigue de mes 12 heures de voyage s'est envolée en un instant. Suis-je bien dans un aéroport? J'ai regardé autour de moi. Les gens se déplaçaient avec une aisance déconcertante. Personne ne semblait souffrir de la chaleur. Certains portaient même des manches longues. J'ai demandé à un agent de l'aéroport. «
La climatisation n'est pas un peu forte ici. Ah, vous venez de l'étranger? En France, c'est comme ça. L'été, les intérieurs doivent être frais. L'agent a répondu cela, comme si c'était la chose la plus normale du monde, comme si c'était la norme mondiale. En montant dans le RER, j'ai eu un autre choc. Si le métro de Madrid était un sauna, ici, c'était un réfrigérateur. C'est étrange, vraiment étrange, me suis-je murmuré. J'ai vu la femme assise à côté de moi sortir un gilet fin de son sac et l'enfiler. « Vous avez froid à l'intérieur ?» lui ai-je demandé via une application de traduction. « Oui, le train est un peu frais. C'est toujours comme ça en été. Froid? Dans le train? » Avais-je bien entendu? Arrivé à Gare du Nord, j'ai pris un taxi. Au moment où la portière s'est ouverte, nouvelle surprise. Un vent polaire m'a frappé le visage. « Chauffeur, je crois que la climatisation est trop forte. »« Ah, vous êtes étrangère. » Dans notre pays, en été, tous les taxis sont comme ça. Si ce n'est pas frais, les clients ne sont pas contents. Le chauffeur a dit ça avec le même naturel. Il portait une chemise à manches courtes. Par la fenêtre du taxi, le spectacle était encore plus étrange. Les gens marchaient normalement dans les rues, sous une température de 33 degrés Celsius. À Madrid, tout le monde se serait terré à l'ombre. Les gens ici ne sentent pas la chaleur. La chaleur? Dès qu'on entre dans un bâtiment, il fait frais. Alors pourquoi s'en faire? Les bus, le métro, tout est frais. Je suis arrivé à mon hôtel. En entrant dans le hall, j'ai été de nouveau stupéfaite. C'était glacial. Les employés de l'hôtel, en costume, se tenaient là, imperturbables. « Je suis là pour votre enregistrement. » L'employé m'a souri. Pas une seule goutte de sueur sur son visage. Dans ma chambre, la surprise fut encore plus grande. La climatisation était déjà en marche. Le thermomètre indiquait 20 degrés Celsius. 20 degrés Celsius, c'est plus froid qu'en hiver. J'ai ouvert la fenêtre. L'air chaud est entré, mais la climatisation l'a immédiatement refroidi. Je n'avais jamais vu un système de climatisation aussi puissant. Le soir, je suis sorti. Les rues étaient certes chaudes, mais pas aussi désespérément qu'à Madrid. Et chose incroyable, de chaque bâtiment s'échappait un souffle d'air frais. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une ville. C'était un royaume de la climatisation. Pour les Français, c'était une normalité quotidienne. En été, un intérieur frais était aussi naturel que de respirer. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'hôtel de ville de Paris. Je voulais connaître le secret de cet incroyable système de refroidissement. En entrant dans le bâtiment, j'ai de nouveau expérimenté une climatisation parfaite. Le hall ressemblait à un paysage d'hiver. Je suis Madame Dubois, du service de communication de la mairie de Paris. On m'a dit que vous veniez d'Espagne. La responsable m'a accueilli chaleureusement. À Madrid, c'est le chaos. Les gens s'effondrent à cause de la chaleur. Ici, c'est vraiment un nouveau monde. En entendant mon admiration, Madame Dubois a souri. Vous devez être surprise. Laissez-moi vous présenter nos îlots de fraîcheur. Madame Dubois a sorti des documents et a commencé à expliquer. La ville de Paris compte plus de 1300 îlots de fraîcheur, tous gratuits. Plus de 1300? Et vraiment gratuits? J'ai écarquillé les yeux. À Madrid, même allumer son propre climatiseur est un luxe. Oui, les stations de métro, les mairies d'arrondissement, les bibliothèques, les grands magasins. Nous disons aux gens, si vous avez chaud, entrez où vous voulez. À Stett, j'ai été profondément ému. Un gouvernement qui dit à ses citoyens d'entrer n'importe où pour se rafraîchir. Par la fenêtre, j'ai vu des camions arroser la chaussée. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, ce sont des arroseuses, pour éviter que l'asphalte ne surchauffe trop. Elles passent combien de fois par jour? Toutes les 2 heures environ. Et là, bas, vous voyez ces brumisateurs. Des brumisateurs intelligents étaient installés partout. Ils bloquaient le soleil tout en pulvérisant une fine brume. J'étais de plus en plus étonné. Combien y a-t-il de ces installations? Rien que les brumisateurs, il y en a plus de 3000. 3000. À Madrid, trouver un simple coin d'ombre est déjà une épreuve. Mais tout cela est financé par les impôts, n'est-ce pas? Ce n'est pas un fardeau pour les citoyens. Madame Dubois a pris un air sérieux. Le rafraîchissement est un droit à la survie pour les Français. Et non, passe-moi now.
Cette phrase m'a bouleversé. Un droit à la survie, avez-vous dit? Oui. Lors de la grande canicule de 2003, de nombreuses personnes sont décédées. C'est là que nous avons compris. La chaleur est aussi une catastrophe naturelle. Alors, nous avons complètement changé notre politique. Nous avons allégé le fardeau des factures d'électricité, aidé les ménages à faible revenu avec le chèque énergie. NICE, and passes, à Here, le gouvernement aide à payer la climatisation. À Madrid, les citoyens doivent assumer l'intégralité de leurs factures. À ce moment, j'ai compris. Ah, c'est donc ça, un véritable pays développé. Nous considérons la climatisation comme un droit. Tous les citoyens ont le droit de passer l'été en toute sécurité. La voix de Madame Dubois était pleine de fierté. Un silence s'est installé. J'étais submergé par l'émotion. La grandeur de ce pays ne résidait pas dans sa technologie, mais dans son cœur, dans sa volonté de protéger son peuple. Après quelques jours à Paris, j'ai eu une idée. Comment cela se passait-il dans les pays voisins? J'ai demandé à Jean-Luc. Je dois aller voir dans un pays voisin, pour comparer. Elena, pourquoi partir alors que la France est si parfaite? Mais mon instinct de journaliste a repris le dessus. Je ne pouvais pas rentrer après n'avoir couvert que la France. C'est ainsi que je suis arrivé à l'aéroport international d'un pays voisin. Dès l'instant où je suis descendu de l'avion, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Tiens, pourquoi fait-il si lourd? L'intérieur de l'aéroport n'était pas aussi frais qu'à Paris. Il y avait bien une climatisation, mais elle était tiède. J'ai demandé, paniqué, à un employé. La climatisation est en panne? Non, elle fonctionne normalement. Notre pays privilégie les économies d'énergie. Nous la réglons donc à 26 degrés. 26 degrés? À Paris, c'était 22 degrés Celsius. Je commençais déjà à transpirer. J'ai pris le train pour la capitale. Et là, le choc. L'intérieur du wagon était une véritable fournaise. La climatisation existait, mais elle était presque inefficace. Tous les passagers s'éventaient avec des éventails. Suffocant, j'ai demandé à mon voisin. La climatisation est en panne ici. J'ai l'impression qu'il fait trop chaud. Topi Zakam. Ah, vous êtes étrangère. Dans ce pays, c'est comme ça. L'économie d'énergie est une vertu. L'économie d'énergie une vertu? Alors que les gens souffrent à ce point? Je suis descendu à une station du centre-ville, mais les quais du métro étaient identiques, humides et étouffants. La fraîcheur du métro parisien me manquait déjà. En arrivant à l'hôtel, je me suis précipité pour mettre la climatisation au maximum. Mais la pièce ne se rafraîchissait pas vraiment. J'ai immédiatement appelé la réception. La climatisation de ma chambre ne semble pas bien fonctionner. Je suis désolé, madame. Pouvez-vous vérifier le réglage de la température? Elle devrait être à 26 degrés. 26 degrés? Ne peut-on pas la baisser? Il fait trop chaud. La recommandation du gouvernement est de 26 degrés, pour économiser l'énergie. Je n'en revenais pas. Le gouvernement se mêlait même de la température de la climatisation. Le soir, je suis allé dans un petit restaurant. En ouvrant la porte, une bouffée de chaleur m'a frappé au visage. Bienvenue. Le propriétaire m'a accueilli avec un grand sourire, mais son visage était trempé de sueur. L'intérieur était comme un sauna. La climatisation est en panne ici aussi? Je suffoque, il fait trop chaud. J'ai demandé au propriétaire, alarmé. La climatisation? Ah, nous n'utilisons que des ventilateurs. Les factures d'électricité sont trop chères. Au plafond, un unique ventilateur tournait lentement. C'était tout. J'ai commandé un plat, mais c'était une torture de le manger. Entre la soupe chaude et la chaleur étouffante de la salle, c'était insupportable. L'été est toujours comme ça ici. Tout le monde endure, a dit un client à la table d'à côté. Lui aussi s'essuyait constamment le front avec une serviette. Endurer la chaleur est une vertu. À mi-repas, j'ai commencé à avoir des vertiges. La chaleur était trop intense. Excusez-moi, je dois sortir un peu. En essayant de me lever, j'ai vacillé. C'étaient les symptômes d'un coup de chaleur. Ça va? Votre visage est tout rouge, m'a demandé le propriétaire, inquiet. Pourriez-vous allumer la climatisation, s'il vous plaît? Je n'en peux vraiment plus. Nous en avons une, mais les factures sont si élevées que nous l'allumons rarement. Is it dusty? À ce moment, la colère m'a envahi. Comment un tel pays pouvait-il se prétendre développé? Le retour à l'hôtel en métro,
fut un calvaire. L'air dans le wagon était si lourd qu'il était difficile de respirer. Même après une douche à l'hôtel, je n'étais pas rafraîchi. La climatisation, même au maximum, ne descendait pas en dessous de 26 degrés Celsius. C'est une blague, un pays qui se dit développé. Mais c'était la réalité. Ce pays, au nom de l'économie d'énergie, abandonnait ses citoyens à la chaleur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Il faisait trop chaud. À Paris, j'avais dormi sous une couette. Ici, même avec un ventilateur, le sommeil ne venait pas. Le lendemain matin, j'ai essayé de faire un dernier reportage en ville, mais je n'ai pas tenu 10 minutes. La chaleur, qui montait de l'asphalte et l'air tiède qui s'échappait des bâtiments me coupait le souffle. Non, c'est vraiment impossible, ai-je murmuré en cherchant un coin d'ombre. Mais ici, l'ombre n'était pas fraîche comme à Paris. Elle ne faisait que bloquer le soleil. Je ne comprenais pas comment, en étant si proche, ce pays pouvait être si en retard par rapport à la France. N'en pouvant plus, je suis retourné directement à l'aéroport. J'ai eu tort. Il n'y a que la France. Même en passant les formalités de départ, je transpirais à grosses gouttes. La climatisation de l'aéroport, réglée à 26 degrés Celsius, était insuffisante. En montant dans l'avion, j'ai poussé un soupir de soulagement. Comment une telle différence était-elle possible? Pour un même statut de pays développé, pourquoi l'approche envers les citoyens était-elle si différente? Quand l'avion a atterri à Charles de Gaulle, le mot « sauvé » m'est venu spontanément. Dès l'ouverture des portes, un air frais a enveloppé mon visage. En montant dans le RER, j'étais encore plus ému. La climatisation parfaite à 22 degrés Celsius enveloppait tout mon corps. Le calvaire du pays voisin semblait n'avoir été qu'un mauvais rêve. C'est vraiment un autre monde. Arrivé à ma gare, j'ai pris un taxi et le chauffeur m'a dit en souriant « Vous rentrez de voyage ?» Il devait faire bien chaud là-bas. Oui, c'était vraiment insupportable. La France est un paradis en comparaison. Ah, notre pays est le meilleur pour passer l'été. Il fait frais partout. J'ai acquiescé sans hésiter à la fierté dans la voix du chauffeur. En arrivant à l'hôtel et en entrant dans ma chambre, une agréable fraîcheur a de nouveau envahi mon corps. Oui, la France était le bon choix. Cette nuit-là, en dormant sous ma couette dans une chambre fraîche, j'ai pensé, être voisin ne signifie pas être pareil. J'en avais eu la profonde confirmation. De retour à Paris le lendemain, j'ai commencé mon reportage en profondeur. Ayant vécu la différence avec le pays voisin, je pouvais voir les choses avec plus de précision. Tôt le matin, je suis allé aux fontaines du jardin du Luxembourg, l'endroit même de la première vidéo de Jean-Luc. C'est vraiment incroyable. Des enfants couraient et riaient entre les jets d'eau. Les parents les regardaient avec sérénité depuis les bancs. Une scène inimaginable à Madrid ou dans ce pays voisin. J'ai parlé à un père de famille. C'est formidable que vos enfants puissent jouer dehors comme ça, même en été. Oui, les fontaines sont rafraîchissantes, et puis le métro et les cafés sont juste à côté. On peut toujours se mettre au frais si besoin. Les mots de ce père m'ont touché. Voilà la véritable qualité de vie. L'après-midi, j'ai rencontré un expert en politique énergétique, le professeur Lemoine, de l'Université de la Sorbonne. Professeur, pourquoi le système de refroidissement français est-il si parfait? La grande canicule de 2003 a été un tournant. Cette année-là, de nombreuses personnes sont mortes, ce qui a provoqué une prise de conscience nationale. La voix du professeur Lemoine est devenue grave. C'est à partir de ce moment que la grande réforme du système de refroidissement a commencé. Einstein, he's all. Les entreprises seules ont fait des efforts? Non, le gouvernement a complètement changé sa politique tarifaire de l'électricité. Les compagnies d'électricité ont pu privilégier le confort des citoyens plutôt que leur seul profit. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Le droit au rafraîchissement a été déclaré comme un droit fondamental. Nous avons considéré que toutes les couches de la société avaient le droit de vivre sans craindre la chaleur. Le professeur Lemoine m'a montré des documents. Aujourd'hui, le taux d'équipement en climatisation est de 95%. C'est l'un des plus élevés au monde. Et par rapport à d'autres pays, un pays voisin que vous connaissez bien fait endurer la chaleur à ses citoyens au nom de l'économie d'énergie. L'Europe du Sud est dans une situation similaire. En pensant à ce que j'avais vécu à Madrid et dans ce pays, j'ai eu le cœur serré. Nous avons pensé différemment. Si la technologie progresse, les citoyens doivent en bénéficier pour leur confort.
C'est une philosophie vraiment remarquable. Une technologie de climatisation à haute efficacité, un approvisionnement électrique stable et une politique tarifaire raisonnable. C'est la combinaison de ces trois facteurs qui a fonctionné. En écoutant les explications du professeur Lemoine, j'étais admirative. C'est là que j'ai compris. La raison pour laquelle ce pays était le meilleur au monde ne tenait pas seulement à sa technologie. Exactement. La manière d'utiliser la technologie est plus importante. Le professeur a pointé du doigt par la fenêtre. Tous les bâtiments que vous voyez là sont des espaces pour les citoyens, pour les protéger de la chaleur. Ce pays n'a vraiment pas oublié ses souvenirs douloureux et a protégé tous ses citoyens. C'est notre fierté. Mon cœur était plein. En 20 ans de reportages sur les catastrophes, je n'avais jamais vu un tel pays. Un pays qui, après avoir subi une catastrophe, avait mis en place des mesures parfaites. Ce soir-là, j'ai pris une décision importante. J'ai demandé à mon journal de prolonger mon séjour. Rédacteur en chef, je voudrais rester en France 2 mois de plus pour mon reportage. Est-ce possible? 2 mois. Pourquoi donc? La France est l'avenir de l'humanité. Je dois le raconter correctement au monde entier. AF. Le lendemain matin, devant la fontaine du Trocadéro, je préparais mon dernier reportage. Ce devait être le reportage le plus significatif de mes 20 ans de carrière de journaliste. Ici Paris, au Trocadéro. La caméra a commencé à tourner. Derrière moi, des enfants jouaient joyeusement dans les fontaines, avec la tour Eiffel en toile de fond. Il y a 3 semaines, Madrid s'effondrait sous une canicule de 45 degrés Celsius. Les gens tombaient. Le réseau électrique était paralysé. La ville entière était un enfer. La caméra a fait un gros plan sur moi. Mais ici, à Paris, on vit un été à 33 degrés Celsius de cette manière. On entendait les rires des enfants. Ce pays, après la tragédie de la canicule de 2003, a changé tout son système. Il a considéré le rafraîchissement non pas comme un luxe, mais comme un droit à la survie. La caméra a balayé les environs. Les fontaines fraîches, les gens élégants, une vie quotidienne paisible. Un taux d'équipement en climatisation de 95%, 1300 îlots de fraîcheur, un système d'arrosage des rues. Tout cela est destiné à protéger les citoyens. Ma voix se chargeait de plus en plus d'émotion, la haute technologie des entreprises françaises, l'approvisionnement stable en électricité et le soutien du gouvernement pour les coûts de refroidissement. Ces 3 éléments sont en parfaite harmonie. Is. Mais le plus important, ce n'était pas la technologie. Le plus important, c'était l'humain. C'était la volonté de protéger son peuple. Les larmes sont montées aux yeux. D'autres pays, au nom de l'économie d'énergie, abandonnent leurs citoyens à la chaleur. Mais la France, elle, est différente. Ma voix tremblait. La France est la destination finale, vers laquelle l'humanité doit tendre. Ce soir-là, depuis ma chambre d'hôtel, j'ai envoyé un message à mes collègues de Madrid. Nous avons tant à apprendre de la France. C'est cela, un véritable pays développé. Par la fenêtre, je voyais le paysage nocturne de Paris. Tous les bâtiments étaient brillamment éclairés, la preuve que la climatisation fonctionnait parfaitement. Merci, Paris. Et c'est ainsi qu'a commencé mon amour pour la France. Ce que j'ai appris après 3 semaines de reportage en France, c'est qu'un véritable pays développé ne se mesure pas à sa technologie ou à sa puissance économique, mais au fait de penser d'abord à ses citoyens. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? La France a créé le meilleur système estival au monde, non pas grâce à sa technologie, mais grâce à sa volonté de protéger son peuple. Si cette histoire vous a ému, soutenez-nous avec un like, un commentaire et en vous abonnant. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.